Yaorana Tato Paurua Kaoha Nui et bienvenue dans votre émission Manava, votre émission info-service, crevettes bleues, rori, parahapewe, huîtres de roche, ils sont tous de la filière aquacole. Et vous l'aurez compris, cela va être le sujet de notre émission d'aujourd'hui avec Mahanatea Garbut, conseillère technique des ressources marines du ministère de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement Yorana. Yorana. Guillaume Mita, directeur scientifique de l'Ifremer. Yorana. Et Teavatea Wong, jeune entrepreneur qui s'est lancé depuis le début de cette année, Yorana. Yorana. Alors Guillaume, on se tourne vers toi déjà pour savoir concrètement c'est quoi l'aquaculture. Alors l'aquaculture, c'est la culture d'animaux ou de végétaux dans l'eau. Et ça peut être dans l'eau douce ou dans l'eau de mer. En eau de mer, on peut parler de mariculture. Donc, voilà. On parle aussi de perliculture. Est-ce que la perliculture fait partie de la filière aquacole, de la filière d'aquaculture? Alors l'aquaculture est essentiellement destinée à la production d'aliments, alors qu'en perliculture, eh bien, non, on ne cible pas ça du tout. Donc on a tendance à séparer les deux activités. Donc l'aquaculture, c'est plutôt pour l'alimentation. D'accord. Donc techniquement, c'est une filière, ça fait partie de la filière, mais vu que ce n'est pas alimentaire, on ne le met pas dans la même catégorie. On le distingue, oui. C'est quoi les missions, le rôle de l'Ifremer dans ce contexte? Alors dans ce contexte, et depuis plus de 50 ans maintenant en Polynésie française, c'est d'aider la Polynésie française à faire émerger des filières. Des filières tout d'abord qui ont été la filière de la crevette bleue, puis la filière d'un poisson lagonaire, le parapewe. Et actuellement, on est dans une période de diversification où on essaie de lancer, d'aider, d'accompagner le développement de plusieurs filières, du rori notamment, mais aussi de l'huître de roche, celle qu'on va consommer. Et on accompagne des développements encore aussi sur la culture de l'oursin ou du marava, à des fins en fait plus environnementales, pour essayer de faire du bien à l'environnement quelque part, et des relâchers qui vont permettre de limiter le développement des herbivores. Parce que l'oursin et le marava sont des animaux herbivores et qui peuvent contrer le développement des macroalgues qui peuvent étouffer les récifs. Et justement, je me tourne vers toi, Mahanatea. C'est un peu la mission, l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement. C'est un petit peu accompagner ce développement? Oui, alors il faut savoir que le ministère a sous sa tutelle la direction des ressources marines, donc la DRM. Et effectivement, les missions de la DRM sont tout à fait sont parallèles à ceux, voire complémentaires à celles de l'Ifremer. Donc la DRM est là au niveau de l'aquaculture, est là pour apporter aussi effectivement un accompagnement technique, mais aussi administratif. Parce qu'il faut savoir que quand on se lance dans de l'aquaculture, on a toute cette partie montage de dossier et tout. Donc les agents de la DRM spécialisés en aquaculture sont sur le site de l'Ifremer à Veirao. Donc ça permet d'avoir une certaine symbiose justement au niveau de nos services. Et c'est effectivement ce qu'on cherche pour optimiser l'accompagnement de nos porteurs de projets. Et justement, revenons un petit peu en arrière, février 2024, un jeune entrepreneur se lance, il s'appelle Teavatea Wong, il est sur notre plateau aujourd'hui, Yorana. Alors pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette filière aquacole et dans la crevette bleue? Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat et par les activités nautiques. Donc tout ce qui est surf, pêche sous-marine, paddle et voilà. Donc, j'ai cherché en fait à me lancer dans l'entrepreneuriat, dans une activité en relation avec la mer, quoi. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage Mahana, ici présente, et un ancien technicien aquacole aussi, Emmanuel Stoll. Et c'est eux en fait qui m'ont vraiment parlé de cette filière et qui m'ont permis en fait de faire mes premiers pas dedans, quoi. Alors, on a parlé tout à l'heure de rori, de huîtres de roche. Pourquoi la crevette bleue en particulier? Alors moi, je suis parti sur la crevette bleue parce que déjà, d'une part, il y a un plus gros marché, il y a une forte demande. Et deuxièmement, c'est l'espèce en fait qui est le mieux maîtrisée en Polynésie. D'accord, je maîtrisée techniquement et voilà, quoi. C'est plus facile en fait à mettre en place un élevage de crevettes. Ok, je pensais juste que tu allais dire que tu aimes bien manger la crevette bleue, que c'est pour ça que tu voulais te lancer là-dedans.
Aussi. Guillaume, là on vient de parler de crevettes bleues et comme je l'ai cité juste avant et tu l'as fait aussi, rori, huîtres de roche, c'est quoi les principales espèces finalement qui sont élevées en Polynésie française? Alors en Polynésie française, tout a commencé dans l'histoire du développement de l'aquaculture avec les crustacés, la chevrette et puis la crevette bleue. Il y a eu des gros développements autour des années 80-90 qui ont amené en effet à une maîtrise, une très bonne maîtrise aujourd'hui, qui permet notamment à la CAPF, à la coopérative des aquaculteurs, de fournir des petites crevettes que les aquaculteurs, les crevetticulteurs vont pouvoir ensuite faire grossir. Donc ça a commencé comme ça, et puis après il y a eu le poisson lagonaire, en effet le platax, avec plusieurs entreprises qui se sont, le parapéoué, qui se sont développées autour de cette filière. Mais aujourd'hui on essaie d'accompagner du développement de nouvelles espèces. En fait, mettre tous les œufs dans le même panier, c'est pas bon si on a un problème. Par exemple, sur le parapéoué, il y a une ténacibaculose, une maladie qui pose problème. Si on a la filière qui est mise par terre avec un développement d'un agent pathogène, eh bien, il faut trouver des alternatives. Donc, diversifier l'activité, c'est bien pour ça. Et diversifier l'activité en utilisant des espèces qui sont pour l'environnement intéressantes, c'est-à-dire des espèces à bas niveau trophique. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et c'est le cas notamment pour le rori et pour l'huître de roche. Oula, tu as parlé d'un terme qui, tu en as peut-être perdu quelques-uns, bas niveau trophique. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, quand on fait de l'aquaculture, on peut produire de la chair, c'est le cas pour la crevette, c'est le cas pour la plupart des poissons, en leur donnant des huiles ou des farines animales qui vont permettre de produire de la chair. Donc on les nourrit. Les espèces de bas niveau trophique, on n'a pas besoin de les nourrir avec des farines ou des huiles. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue du coût environnemental que peuvent avoir les activités. Le rori va se nourrir sur les sédiments. Il va même pouvoir éventuellement bioremédier, nettoyer ces sédiments. Et de la même manière, l'huître de roche, elle va pouvoir filtrer ce qu'il y a dans l'eau et elle va s'en nourrir. Et ça c'est intéressant aussi parce qu'on n'a pas besoin de lui fournir de nourriture. Mahanatea, je vois que tu voulais réagir au propos de Guillaume. Oui, je voulais juste compléter parce qu'effectivement, ce sont des espèces de trophiques bas, donc comme il disait, qui viennent plus, c'est des espèces extractives qui viennent nettoyer notre environnement, mais aussi d'un point de vue d'un aquaculteur, ce sont aussi des espèces où le coût est moindre. Donc c'est une technique plus simple et plus adaptée à nos archipels, avec un coût, un achat d'aliments qui n'existe pas. D'accord. Contrairement à la crevette ou au parapéoué, où effectivement là on a un investissement à faire au niveau de l'aliment, de l'achat d'aliments. Pour les roris et les huîtres, pareil pour les huîtres perlières, ce sont des espèces qui filtrent le sédiment ou bien la colonne d'eau. Donc, ce sont des espèces, ce sont des filières aquacoles qui seraient, pour nous en tout cas, gouvernement, plus intéressantes et plus adaptées à l'environnement de nos archipels. Donc il y a un véritable intérêt, je reviens vers toi Guillaume, il y a un véritable intérêt pour toutes ces espèces. Je suis un peu innocent, du coup moi je pensais que la crevette, le parapéoué, c'était juste parce que c'était très bon à manger. Mais en fait il y a cet intérêt qu'on vient de dire, de nettoyage parfois. C'est systématique à toutes ces espèces? Alors c'est systématique aux espèces de bas niveau trophique. On n'a pas besoin de leur donner des huiles et des farines animales. Donc en effet... On a un intérêt parce que le coût de revient va être moins important. Mais il y a un double intérêt en Polynésie, et la Polynésie est pionnière pour ça, et avec son lotissement aquacole qui est en train de se construire à Wharatea. L'idée, en fait, c'est de coupler les aquacultures. D'accord. Et de faire ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée. L'idée serait d'utiliser les effluents, donc les sorties des bassins de crevettes, qui sont un peu riches en nutriments et qui peuvent potentiellement polluer l'environnement. Et au lieu de les mettre dans l'environnement, eh bien on va les mettre dans des dispositifs où on va générer, grâce à ces aliments, des blooms, c'est-à-dire des multiplications d'algues unicellulaires, des petites algues qui sont dans l'eau et qui peuvent servir à nourrir des huîtres. Donc, comme ça, on fait quelque part une co-culture. Et cette eau qui va être filtrée
elle va repartir au lagon avec beaucoup moins de nutriments qui auraient pu abîmer notre lagon en créant notamment des développements de macroalgues qui étouffent les récifs. Est-ce qu'il y a des avantages comme ceux qu'on vient de citer, alors peut-être pas aussi importants, mais similaires avec la culture de crevettes bleues Tervatea? En fait, la technique que j'utilise actuellement, c'est la technique d'élevage en cage lagonaire. Donc, en fait, ce qu'il était en train de parler, c'était la technique d'élevage en terre, quoi. Donc, ce qui fait que pendant 6 mois, il y a la même, comment dire, la même cage en fait qui reste pendant 6 mois avec tous les rejets et tout. Et après, à partir de 6 mois, tout est relâché dans le lagon directement, quoi, sans traitement, comme il a dit. Alors que la différence avec la technique en élevage en cage lagonaire, c'est vraiment qu'on a cet entretien, on peut entretenir la cage. Donc tous les jours, on lave la cage, on enlève tout ce qui est fesses, reste de mue, reste d'aliments, pour éviter au maximum que tout ça se retrouve dans le lagon, quoi. Comment tu fais pour, ne serait-ce que juste aller récupérer les bébés, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les bébés de tes crevettes, comment est-ce que tu fais pour te fournir? On a la chance de pouvoir se fournir avec la CAPF, donc la coopérative des aquaculteurs de Polynésie française, qui nous fournit 5 fois par an en général des bébés crevettes, quoi. Donc nous, on est dépendant aussi de cette coopérative-là, parce que c'est eux en fait qui choisissent quand est-ce qu'ils vont nous donner les crevettes, quoi. Quand est-ce qu'on peut aller récupérer des bébés crevettes. Guillaume, une réaction? J'ai vu que tu voulais réagir sur ce que disait Tervatea. En effet, en Polynésie française, il y a 2 types de cultures, les cultures pour la crevette en bassin de terre et en cage. Et on a eu un financement de la direction des ressources marines récemment pour étudier justement les impacts environnementaux de la culture de crevettes en cage, et on a pu déterminer qu'il n'y en avait pas. En fait, les densités d'élevage qui sont utilisées dans les cultures en cage sont vraiment très faibles, et donc on n'a pas d'impact sur l'environnement. En effet, on a de très grosses productions dans les bassins, et là, l'activité de bioremédiation et de coculture s'impose, parce que c'est celle-là qui pourrait éventuellement être polluante dans le cadre du développement notamment de la zone biomarine de Faratea. Donc, comme on vient de l'entendre avec Guillaume, Mahanatea, il y a des règles à respecter. Donc, là, on vient de parler de pollution. Bon, fort heureusement, il n'y en a pas pour la crevette bleue, mais est-ce qu'il y a d'autres règles à respecter? Au niveau environnemental, alors lorsqu'on parle des closeries, par exemple, on a quand même des demandes, des autorisations d'ICPE à faire. Donc, on a tout ce processus à mettre en place. Quand il s'agit d'élevage dans le lagon, donc on a les autorisations d'occupation du domaine public aussi, les AOT. Et donc, la détermination, en fait, l'affectation de certains sites à certains porteurs de projets va en découler en fait du sérieux du projet. Parce qu'un porteur de projet va présenter à la DRM un dossier qui va être étudié par les ingénieurs de aquacole de la DRM, et un avis va être émis. Suite à ça, alors selon l'espèce qui est choisie, soit on va l'orienter vers une formation qui sera donnée par la DRM, ou soit on va l'orienter vers une formation via un privé. Et à partir de là, on mettra en place tout cet accompagnement administratif, justement, on y revient, qui est dont la DRM est chargée de le faire. Donc, je vais juste rebondir par rapport à ce que Tervatea a dit. La coopérative des aquaculteurs de Polynésie française fournit effectivement les post-laves et les alevins de Parahapewe, mais c'est une écloserie publique. Donc, c'est une écloserie qui est financée par le pays, mais qui est mise en gestion par la coopérative des aquaculteurs. Donc, c'est aussi dans ces dispositifs-là où le pays vient aider la filière à se développer et à apporter son soutien, encore une fois, aux porteurs de projets. Alors, les téléspectateurs, ils ont l'habitude de mes exemples parfois extrêmes, mais tu nous parlais de règlement tout à l'heure. Ça veut dire que moi, je ne peux pas prendre une cage, la mettre dans le lagon devant chez moi et mettre plein d'œufs, par exemple, Parahapewe. Je ne peux pas faire ça, il faut que je me rapproche de la DRM. Oui. Si c'est pour de l'élevage, alors qu'on soit clair, si c'est pour de l'élevage à but commercial, c'est-à-dire que tu fais de la production pour en vendre, oui, effectivement, il faut que tu passes par nous. Et même, de toute façon, dès que tu
mais quelque chose dans la mer, il faut que tu fasses une demande d'autorisation d'occupation du domaine public. Comment est-ce que vous réussissez à surveiller, parce que bon, la mer est assez grande, même si le lagon n'est pas infini non plus, mais la mer est assez grande. Comment est-ce que vous faites pour surveiller toutes ces cultures? Alors, nous avons des agents contrôleurs. Nous avons des agents contrôleurs, autant pour les parcs à poissons, admettons, pour de la pêche, pour les fermes perlières, et pour l'aquaculture également, nous avons des agents assermentés. En même temps, au niveau de l'aquaculture, on est assez, pour l'instant, on connaît très bien nos privés, nos fermes. Donc, on arrive à faire des contrôles soutenus. Et puis, il y a un bon échange avec l'équipe et puis les privés. Donc, pour l'instant, voilà. Tout se passe bien pour l'instant. Tout se passe bien. Théa, justement, comment est-ce qu'on se forme à toutes ces réglementations? Comment est-ce qu'on fait pour être aux normes? Moi, je me suis formé sur le terrain directement, hein. J'ai fait petit à petit les démarches administratives. Ensuite, j'ai vu qu'il fallait faire une formation pour pouvoir lancer un projet. Donc, la formation disposée par la DRM. Une formation qui dure 3 mois, où tu vois en fait les bases en fait de l'élevage en cage lagonaire avec une partie théorique, une partie pratique. Où voilà, on t'explique comment lancer un projet, quelles sont les démarches à faire, comment se passe un élevage du crevette, quoi. Ensuite, moi j'ai voulu me former aussi en plongée. Donc j'ai fait une formation de plongée professionnelle pour pouvoir avoir un bagage en plus pour m'occuper au mieux de mes cages, quoi. Donc tout ce qui est de la mise en place, l'entretien, l'observation des animaux. Moi, il m'a semblé important de faire en fait cette formation pour être au complet et avoir tous les outils nécessaires pour lancer cette petite entreprise-là, quoi. Peut-être que ton parcours va en inspirer quelques-uns. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça t'a pris à peu près? L'idée, elle est venue en 2018. D'accord. Ensuite, j'ai travaillé dessus en parallèle de mes études. Ensuite, j'ai fini mes études en 2021. Et c'est là que j'ai commencé les premières démarches administratives, les premières autorisations et la formation. Et en 2024, je lance mon projet pilote. Donc, c'est pas encore une vraie production, quoi. C'est une production à toute petite échelle pour tester le site et voir si le site peut accueillir cette activité, quoi. Et on te souhaite de réussir. En attendant, je me tourne vers Guillaume. Comme dans n'importe quel élevage, parfois il y a des maladies qui peuvent arriver. Tout à l'heure, tu nous as parlé j'espère que je ne vais pas me tromper, de la ténacibaculose, je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y a des défis comme cette maladie, par exemple, qui bloquent aujourd'hui la filière aquacole? Oui, bien sûr, il peut en effet y avoir des maladies émergentes. Le changement climatique nous inquiète beaucoup aussi, et les élévations des eaux de surface qui vont survenir en Polynésie. On a des températures très stables en Polynésie tout au long de l'année, donc 1 degré de plus, ça peut être catastrophique pour les filières. C'est la raison pour laquelle on travaille sur l'adaptabilité des espèces. On diversifie les espèces aussi, ce qui va permettre en fait de donner plusieurs cordes à l'arc du développement de l'aquaculture en Polynésie française. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est toujours derrière notre tête. Donc on a des chercheurs en pathologie, des chercheurs qui travaillent sur le changement climatique, qui s'occupent de toutes ces questions pour trouver les meilleures solutions pour l'avenir. Et justement, quelles sont-elles, ces améliorations, ces solutions que l'on peut avoir? Alors, en effet, la diversification. Là, par exemple, l'huître de roche est une huître qui résiste bien aux températures élevées. On travaille aussi sur la sélection génétique qui permet de disposer d'animaux qui sont plus résistants. C'est le cas aussi pour la perliculture. On travaille aussi sur des méthodes qui permettent de rendre les animaux plus robustes au changement climatique en leur infligeant des traitements durant les stades précoces larvaires. C'est des questions de recherche fondamentale, mais il s'avère qu'on a de très très bons résultats avec ça. Et on est leader au niveau international sur ces questions. On travaille avec nos collègues néo-zélandais, australiens et européens sur ce type de problématiques. Donc oui, on est en train de chercher des solutions d'avenir pour que l'aquaculture puisse perdurer longtemps en Polynésie française. Alors oui, Mahanatia, tu voulais réagir peut-être sur ce que vient de dire Guillaume? Parce que techniquement, sur le papier, la filière aquacole, encore une fois sur le papier, c'est simple.
Tu prends des animaux, tu les mets dans des cages voilà, et tu les mets dans l'eau. Mais en fait, il y a toute cette recherche scientifique, toute cette problématique, cette réglementation. Finalement, comment est-ce que l'ADRM ou même le ministère invite les jeunes à s'investir dans cette filière? Alors, il faut savoir que notre jeunesse, hein, on a l'exemple de Teavatea, la jeunesse polynésienne est beaucoup tournée vers la mer. Donc, quelque part, naturellement, ils vont s'intéresser à tous ces sujets. Et c'est à nous maintenant, avec les nouveaux systèmes de communication, de faire de la promotion de nos élevages, des espèces qu'on pourrait mettre en place. En même temps, nous avons aussi des porteurs de projets qui viennent avec des nouvelles espèces qu'ils aimeraient développer, qu'ils aimeraient produire, mais dont on n'a pas encore la maîtrise, on va dire. La maîtrise suffisante pour pouvoir réglementer. Voilà, pour pouvoir réglementer, mais aussi pour les accompagner concrètement dans la mise en œuvre. Je vais prendre l'exemple d'un jeune Polynésien qui allait se former en Asie sur l'élevage de crabes. Clairement, ici, on a eu des tests, hein, mais ce jeune est quand même allé à l'étranger pour pouvoir revenir avec plus d'expérience. Et ça, ce sont aussi des leviers pour nous, hein, pour le gouvernement, des leviers d'action, de pouvoir définir en fait cette jeunesse-là pour pouvoir les accompagner comme il faut. Nous avons à travers le lycée de John Doom qui propose un bac pro aquaculture. Là aussi, le pays propose des bourses majorées pour ces jeunes-là. Donc, ce sont toutes ces... On a toutes les aides à l'aquaculture aussi. Donc, on est en train de revoir nos textes pour les adapter. On a Biomarine, comme Guillaume en parlait, hein, qui va se lancer avec des gros porteurs de projets, des nouvelles structures, des nouvelles espèces, des nouvelles techniques qu'il faut qu'on garde, qui sont spécifiques à la Polynésie, qu'il faut qu'on garde. Nous avons quand même un cran d'avance, notamment sur les roris et sur les huîtres de roche également, et les bénitiers surtout, par rapport à la technique et à la science derrière, qu'il faut qu'on arrive à valoriser, qu'on mette en avant pour qu'elles puissent bénéficier à toute la population. Après, nous, on reste encore dans l'optique de pouvoir développer l'aquaculture dans nos archipels. Nous avons des espèces spécifiques à certains archipels. Je prends l'exemple des algues des Australes, des rimo. Elle est spécifique là-bas. Et donc, l'idée, c'est d'arriver en fait à développer la technique sur place. Et de ne pas être là. Je vais prendre un exemple. Hein, vouloir faire de la crevette bleue aux Australes. À un moment donné, il faut qu'on arrive à adapter l'élevage, en tout cas notre vision, aux besoins de l'archipel, aux habitudes et également aux espèces qui y vivent. Je vois que Guillaume voulait réagir à ce que tu disais. En fait, je pense qu'en effet, comme tu viens de le dire, la Polynésie française et ses jeunes sont tournés vers l'océan. Il y a une énorme opportunité pour développer l'aquaculture en Polynésie française. Mais ce dont il faut être bien conscient, et je pense que le gouvernement et l'ensemble des autorités ont très bien pris conscience de ça, ça nécessite en fait d'avoir un écosystème de formation, d'innovation, d'entrepreneuriat qui est efficace pour accompagner tous ces jeunes. Et c'est ce qui se passe avec toute une série de projets qui ont été obtenus dans le cadre de l'université, Narua, Naïti, la stratégie de l'innovation de la Polynésie française, très tournée vers les développements de l'économie bleue. Tout ça, c'est vraiment favorable pour qu'on puisse développer de belles choses dans ce secteur-là, dans l'avenir en Polynésie française. Alors généralement en Polynésie française on est en retard surtout, mais pour une fois qu'on a un sujet sur lequel on est en avance, justement Teavatea, pour terminer notre émission, tu penses que c'est une filière d'avenir qui peut créer des professions? Oui, pour moi, on a énormément d'espace marin en Polynésie. On a dans de l'espace, on peut le faire. Il faut juste que le gouvernement, les entités comme l'Ifremer et les porteurs de projets travaillent ensemble pour faire avancer cette filière, quoi. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver. Si chacun travaille de son côté, ça ne pourra jamais avancer. Une filière d'avenir qui a encore de beaux jours devant eux. Et si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de l'ifremer.fr avec notre représentant ici, Guillaume Mita, le directeur scientifique de l'Ifremer. Et vous avez aussi www.ressources-marine.gov.pf pour l'ADRM. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur les réglementations si vous voulez vous investir dans ce projet. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir répondu à mes questions.
C'est la fin de notre émission, mais avant de vous quitter, je vous souhaite une joyeuse Halloween si vous la fêtez, une bonne Toussaint en avance et justement demain soir, nous aurons une émission spéciale sur les Tupapao, de quoi frissonner pour cette période de l'année. Merci à tous, on se retrouve donc demain à 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VAT à 18h. Maururu, Itotato, Farerera, Trahoma, Yaurana.